Qui te dit que ton enfant n'est pas un psychopathe? Qui te dit que ton enfant que tu aimes, qui joue tranquillement à la PlayStation, ne prépare pas un plan machiavélique pour se venger et un jour s'en prendre à toi? Si j'étais à votre place, je réfléchirais à 2 fois avant de punir votre enfant. On ne sait jamais réellement ce qui se trame dans leur tête. Peut-être qu'à travers l'éducation que vous lui donnez, vous êtes en train de créer un véritable monstre. Waouh! Bah super, ça donne envie d'avoir un enfant tout ça. Moko, qu'est-ce que t'es en train de leur raconter? Ils vont plus vouloir d'enfants après. Non, plus sérieusement, c'est beau d'avoir des enfants. C'est même magnifique, je trouve. Mais on sait pas ce qui peut arriver avec le temps. Avec toutes les histoires qu'on découvre, il y a de quoi devenir parano. Il y a de quoi devenir parano, ça c'est sûr. Et justement, l'affaire d'aujourd'hui fait froid dans le dos. Et j'en dirai pas plus, histoire de ne pas vous spoil. Mais une chose que je peux vous dire avant de commencer, c'est qu'elle est putain de sombre. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Nous nous rendons à Rochester, dans l'état du Minnesota, vers la fin des années 1980. Là, on est vraiment dans la partie nord du pays, le Minnesota se trouvant à la frontière du Canada. Rochester se situe dans le sud, à 1 heure environ de la frontière de l'Iowa. Ici, je vais vous parler du couple Brohm dans un premier temps. Paulette est née le 12 septembre 1946. Elle a été pendant plusieurs années directrice de l'école maternelle Pax Christi avant de démissionner vers l'année 1985. Elle voulait simplement passer plus de temps en famille. Ses amis la qualifient de personne généreuse, bienveillante qui donne de son temps. Bernard est né le 13 août 1946. Il a exercé la profession d'ingénieur pour la société de matériel informatique IBM avant de rejoindre l'entreprise en juillet 1968. Le couple Brohm vit à Rochester depuis plusieurs années. Ils sont catholiques et très pratiquants. Paulette et Bernard sont très impliqués dans l'église Pax Christi. Joe Brohm est le premier enfant du couple. Il est né le 24 juin 1969. Au moment de notre histoire, Joe a 19 ans et ne vit plus au domicile familial depuis quelque temps. Il loge chez la famille d'un ami sans que l'on sache précisément depuis combien de temps. Ses parents ne voient pas du tout d'un bon œil son évolution et son envol de la maison n'est pas dû au hasard. Le jeune homme est fan de musique punk rock, adoptant le style vestimentaire. Il s'habille en noir et va même mettre du eyeliner. Joe est suivi par David le 3 octobre 1971. Ce dernier est en 2e année au lycée Lourdes catholique. Il cumule un emploi à temps partiel en plus de ses cours. L'adolescent est cuisinier, tout comme son frère aîné, au restaurant Henry Wellington dans le centre-ville. Il lui arrive également de faire du babysitting pour des voisins et aussi d'aider dans le quartier en déblayant les allées sans demander de contrepartie financière. David est un adolescent apprécié et il a de nombreux amis. Diane rejoint la fratrie le 10 avril 1974. Elle est scolarisée à l'école Saint-Pius en 8e année qui correspond à la classe de 4e pour la France. Elle doit rejoindre le lycée Lourdes où se trouve son aîné à l'automne 1988. L'adolescente de 13 ans aime la couture, le basket, l'activité de pop-up girl qu'elle pratique, ainsi que le piano. Elle est souriante bien qu'elle soit un peu timide. Et pour finir, ils vont avoir un dernier frère, Richard, qui arrivera le 25 juillet 1976. Tous ses proches l'appelleront Ricky. Il est en 5e année à l'école Saint-Pius, donc en CM2. Le garçon de 11 ans aime le football, mais ce qu'il aime encore plus, c'est de regarder les matchs à la télévision avec son grand-père. Il a également le vélo et les jeux vidéo sur son ordinateur comme passe-temps. Bernard et Paulette sont soucieux de l'éducation de leurs enfants. Ils souhaitent qu'ils restent dans le droit chemin. Ils ne veulent pas que David, Diane et Richard suivent la même voie que Joe. Les règles de la maison sont un peu plus strictes. Bernard se rapproche de David qui a 16 ans. Père et fils débutent le footing et ils passent beaucoup de temps à retaper une vieille voiture. Diane 13 ans et Richard 11 ans sont heureux et actifs autant à la maison que dans leur activité extérieure. Pour le moment, quand on entend tout ça, on se dit tout va bien, c'est une famille de ce qu'il y a de plus normal finalement. Un grand frère un petit peu rebelle avec un style particulier, des frères et sœurs et des parents un peu stricts dans la religion. Un schéma tout à fait classique, j'ai envie de vous dire. Mais ce serait un peu trop beau d'en rester là. La suite n'annonce rien de bon, malheureusement. Le jeudi 18 février,
L'adjoint au shérif du comté d'Olmsted, Kevin Togerson, reçoit un appel sur les coups de 17h20. Les responsables du lycée Lourdes ont pris contact avec la police suite à une rumeur s'étant répandue dans l'établissement scolaire. Apparemment, des élèves ont laissé entendre que des élèves étaient en danger. Il fallait absolument que la police fasse un contrôle. L'adjoint Togerson dévie sa tournée et se dirige vers l'extérieur de Rochester. L'homme se gare sur des places de parking en face de la maison concernée, celle de la famille Brom. On est au mois de février et les rues de la ville sont enneigées. L'agent Togerson attend qu'un collègue le rejoigne sur place et interroge un voisin sur le quartier. Il a entre-temps repéré des traces de pneus dans l'allée de la maison, signe qu'une personne est partie un peu plus tôt dans la journée. L'adjoint Mike Braley a finalement rejoint l'agent Togerson sur les lieux. Les deux adjoints du shérif se rendent ensemble au niveau de la maison des Brom. Ils suivent des traces de pas dans la neige jusqu'au garage. Le garage était allumé, ce qui révèle qu'une voiture s'y trouvait. Le sol est mouillé comme si un véhicule avait été sorti. Les deux agents se sont annoncés avant de passer le pas de l'entrée, dans l'espoir qu'une présence se manifeste. Le rez-de-chaussée est contrôlé. La salle de bain est légèrement en désordre, mais rien d'alarmant. Les adjoints du shérif ne sont pas rassurés pour autant. Les agents Togerson et Braley sont sur leur garde. Ils dégainent même leurs armes afin de poursuivre leur expédition à l'étage. L'atmosphère est pesante. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Togerson passe en premier et gravit quelques marches avant de découvrir deux paires de pieds nus allongés sur le sol. Il informe son collègue discrètement. Les représentants de la loi se rapprochent et identifient deux femmes. Elles sont décédées depuis plusieurs heures dans d'atroces circonstances. Les flaques de sang ont eu le temps de sécher autour des victimes. Elles ont reçu plusieurs coups à l'aide d'une arme tranchante au bras, au visage, au cou et à la tête. La maison n'a pas encore été explorée de fond en comble. En passant dans une chambre, c'est le corps du père de famille que l'on retrouve à côté du lit. L'homme est recroquevillé, accroupi sur ses genoux, le bras droit sur le lit et la tête affaissée. Le couloir est traversé et c'est une autre chambre qu'il découvre, celle d'un enfant. Un enfant d'environ 10 ans est couché dans son lit en position fétale. Il a des blessures au niveau de la tête comme les deux femmes. Togerson et Braley décident de sortir de la maison et d'appeler de l'aide. Ils sont tombés sur une scène d'horreur et sont en état de choc. Les membres de la famille Brom ont visiblement été tués tôt cette fameuse journée du 18 février. Ils sont tous en pyjama à l'étage des chambres. Bernard, le père de famille, ainsi que le plus âgé de 11 ans, Richard, ont été attaqués les premiers à la hache. Paulette et sa fille Diane sont arrivées par la suite pour voir ce qui se passait et elles ont été tuées elles aussi. La maison des Brom est fouillée plus en détail avec l'arrivée des autres représentants de la loi. La famille compte 6 membres, bien que les agents de police apprennent que le fils aîné ne vit plus sous ce toit. David manque à l'appel, et peut-être que son corps est dans un coin de la maison qui n'a pas encore été exploré. Une hache est en tout cas découverte au sous-sol. La lame pleine de sang fait comprendre assez vite qu'il s'agit de l'arme du crime. Elle est envoyée en institut médico-légal dans le but de relever les traces qui s'y trouvent. Le fils aîné de la famille, Joe, est retrouvé et interrogé par la police. Le choc est immense pour lui. La police l'interroge et lui apprend que toute sa famille a été pratiquement tuée, et donc il est soupçonné en quelque sorte. Les autorités font leur travail et questionnent Joe sur son emploi du temps le jour des meurtres. Le jeune homme de 19 ans a un alibi solide. Il ne peut pas être le responsable de la tuerie. La police demande également à Joe s'il sait où se trouve son frère David, car ce dernier ne faisait pas partie des victimes. Les autorités soupçonnent même que l'adolescent a été enlevé. Les amis de David sont approchés par la police. L'adolescent était bien présent à proximité du lycée le jeudi matin, alors que ses proches étaient morts au domicile familial. La première théorie au sujet du jeune garçon tombe alors à l'eau. Il n'a pas été enlevé. Ils ont remarqué que David s'était rasé les côtés de la tête et coiffé de sorte que ses cheveux soient hérissés à l'arrière de son crâne. Le jeune garçon est allé encore plus loin en se teignant les cheveux en noir. David avait une volonté de modifier son apparence. David a fait des confidences à plusieurs proches. Le mercredi, il avait dit à un ami qu'il tuerait ses parents le soir même. Le lendemain, il a confié à un autre ami qu'il avait tué ses parents. La rumeur s'est répandue dans le lycée parmi les élèves. L'information est remontée aux professeurs qui ont pris contact avec les autorités. Cependant, les amis de David ont du mal à croire que le jeune garçon est à l'origine du meurtre de ses proches. Ce n'est pas David qui a pu faire ça, ce n'était pas son genre d'après eux. La nouvelle de la découverte des corps chez les Brom, la veille au soir, se répand dans la ville. Il y a un possible meurtrier en fuite.
La population de Rochester ne se sent plus véritablement en sécurité. Plusieurs appels sont passés auprès des autorités dans la journée, indiquant que David Braun a été aperçu à divers endroits. Un témoin prend contact avec le bureau du shérif 2 jours après la tuerie familiale. Il indique avoir vu l'adolescent dans une cabine téléphonique à proximité de la poste de la ville. Les agents de patrouille Tim Eroff et Dave Thompson se rendent sur les lieux. Le jeune garçon est entre-temps entré dans le bureau de poste. Les 2 policiers repèrent assez vite l'adolescent, bien qu'il soit de dos. Sa tenue a été auparavant remontée auprès des autorités. Ils sortent leurs armes et invitent les personnes présentes à se mettre en retrait, ce qui éveille les soupçons du suspect. David est intercepté le 19 février, le lendemain de la découverte des corps de la famille. Le jeune homme avait auparavant appelé un ami, certainement dans le but d'obtenir de l'aide de sa part. Il apparaît nerveux et effrayé de la situation. David n'oppose aucune résistance et demeure silencieux le temps que la voiture de patrouille ne le conduise en détention. On relève ses empreintes afin de faire un comparatif avec les traces retrouvées sur la hache ensanglantée ayant servi au meurtre. Il est confirmé qu'elles appartiennent à David. C'était lui, le meurtrier. L'adolescent est détenu dans la prison du comté 24 heures sur 24, ce qui veut certainement dire qu'il n'a pas le droit de sortir de sa cellule. Il est désormais temps de comprendre ce qui a pu motiver le passage à l'acte. L'adolescent est entendu par les autorités sur les événements ayant conduit à la tuerie familiale. David fait le récit de cette terrible soirée, et je vais vous la raconter. La situation aurait pris une tournure macabre suite à une dispute entre David et son père. L'adolescent a 16 ans, c'est un âge où l'on fait des découvertes, où l'on expérimente. Il avait pour habitude d'écouter des chansons qui déplaisent à ses parents, en raison de leur nature subversive à l'égard de la religion. Ce soir-là, David écoutait le groupe expérimental Negative Land. La chanson intitulée « Le christianisme est stupide » a mis le feu aux poudres. Les paroles répètent que le christianisme c'est bête et que le communisme c'est bien. Forcément pour le couple Braun, des paroles aussi fermes sur la religion sont inacceptables. La dispute entre David et son père est intervenue vers 23h30 et l'adolescent est resté éveillé jusqu'à 3h du matin. Il a débuté son plan en se dirigeant vers la chambre parentale. Il s'en est pris directement à son père avec la hache. Il l'a frappé à plusieurs reprises car Bernard essayait de se lever. Paulette, quant à elle, n'était pas dans la pièce, mais elle était la 2e cible de son fils. David a suivi son chemin dans la chambre de son petit frère pour la tuer. En sortant de la pièce, il est tombé sur Diane, qui était penchée au-dessus du corps de leur mère. Paulette n'était peut-être pas encore décédée à ce moment-là, mais il est certain qu'il les a attaqués tous les 2. Quelques heures après avoir tué sa famille, le jeune garçon s'est rendu au lycée. David s'est au préalable teint et coupé les cheveux, raison pour laquelle la salle de bain de la maison était en désordre. Il a croisé une amie sur le chemin et l'a incité à sécher les cours avec lui. C'est à cette lycéenne qu'il s'est confié sur ce qu'il a fait un peu plus tôt dans la journée. Il lui a détaillé le crime en toute confiance. David est examiné par un psychologue de Minneapolis, suite à une ordonnance du tribunal 1 mois après la tuerie familiale. L'examen permet de déterminer que l'adolescent de 16 ans souffrait de dépression, qui s'est aggravée au fur et à mesure des années. Cela aurait été causé par le durcissement des règles à la maison, après le départ de Joe. Il a tenté de sauter la vie à 2 reprises l'année précédente, en juin puis en septembre 1987. David s'est senti mal suite au départ de son frère et de l'éloignement de 2 amis proches. Un sentiment d'abandon l'a envahi. Puis les choses à la maison ont changé. Il a eu l'impression d'être persécuté par ses parents. C'est à partir de cette période qu'il a envisagé de tuer ses parents et d'en faire part à ses amis. Mais personne ne le prenait vraiment au sérieux. Et on peut le comprendre. David était toujours apparu aux yeux de son entourage comme un adolescent poli et non un jeune homme à problème. Avec le jeune garçon entre les mains, la situation s'apaise en ville, bien que l'incompréhension est totale. Le 28 février, soit un peu plus d'1 semaine après l'arrestation de l'adolescent, le lycée Lourdes organise une rencontre où environ 200 parents se rencontrent. Un psychologue du nom de Dennis Gannon dirige une session de groupe dont le but que les personnes puissent exprimer leurs sentiments. Les habitants de Rochester souhaitent comprendre comment il en est arrivé là. L'enquête menée par le bureau du shérif du comté est bouclée en 3 semaines. C'est le shérif Charles Von Wald qui déclare lui-même le 7 mars dans un article du Poste que c'est désormais à la justice de faire son travail. L'accusé est représenté par Maître Terry Walter. Le garçon de 16 ans fait un drôle d'effet à son représentant. Il lui paraît bien plus jeune que son âge
et à l'opposé d'un monstre qui a tué 4 personnes. Le procès de David Braun s'ouvre le 5 avril 1989. Les procureurs envisagent de juger l'adolescent en tant qu'adulte, même s'il était âgé de 16 ans lors des faits, en raison de la gravité des meurtres. Si le garçon est jugé en tant que mineur, il pourrait être libéré peu avant son 19e anniversaire. L'audience dure 15 minutes, tant qu'il faut à la justice pour exposer les divers chefs d'inculpation dont le jeune garçon fait l'objet. 4 chefs de meurtre au premier degré, dont meurtre prémédité ainsi que 8 chefs de meurtre au deuxième degré. Malgré les lourdes charges qui pèsent contre lui, David apparaît calme, ne montre pas vraiment ses émotions. Le rôle de David dans les meurtres contraste avec l'attitude qu'il adopte avec les personnes qui l'entourent. Il n'hésite pas à tenir la porte à l'un des gardes de sécurité à son arrivée à l'audience. Il a le comportement d'un enfant bien éduqué, à l'opposé de tout ce qu'il a pu faire. Le 22 avril, le juge Gerald Ring déclare que David Braun sera jugé en tant que mineur dans le cadre de l'affaire. Cette décision provoque la colère dans le pays et les menaces fusent à l'encontre du juge. Ce dernier assure qu'il n'était pas non plus en accord avec ce choix, mais qu'il a été contraint par les lois de l'État, apparemment restrictives. La cour d'appel de l'État est intervenue et a annulé la décision du juge. D'ailleurs, je vous pose la question ici. Pour vous, il aurait dû être jugé en tant qu'adulte ou enfant? Dites-moi, je suis assez curieux d'avoir votre réponse. Le procès de David Braun est initié en 2 phases. Le premier doit déterminer si David est responsable des meurtres, et la seconde doit déterminer si l'état psychologique de l'accusé peut être considéré comme une circonstance atténuante. La défense de David Braun ne peut malheureusement pas contrer les preuves et témoignages collectés par les autorités pendant l'enquête. L'accusé est la seule personne qui aurait pu provoquer la tuerie familiale. Il en avait parlé avant puis après, confirmant que ses intentions étaient vraies. La première phase du procès s'achève en 1 semaine seulement. Le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré après 4 heures de délibéré. La seconde partie du procès s'annonce un peu plus complexe. 3 psychiatres sont désormais présents au cours des audiences. Un du côté de l'accusation, un du côté de la défense et le dernier du côté de la cour qui doit témoigner de l'état mental de l'adolescent. On doit désormais comprendre par le biais de témoignages si David était en capacité de ses moyens au moment de l'exécution de la tuerie. David est soumis à un examen psychologique lors de son incarcération. Il a rencontré 8 professionnels de santé. 7 d'entre eux ont déclaré que David était en pleine capacité de ses moyens, et 2 d'entre eux ont même témoigné. Un psychologue a cependant assuré que David souffrait d'hallucinations visuelles depuis plusieurs années. Il a 3 alter-ego, dont 3 personnalités définies en lui. Le professionnel pense que les meurtres ont eu lieu lors d'un épisode psychotique. L'homme est le seul à avoir cette réflexion. Ses homologues, l'accusation et le juge, ont accordé peu de crédit à ce compte-rendu. Le jury prend un peu plus de temps cette fois-ci pour conclure la responsabilité de l'accusé. Il donne son verdict après 2 jours et demi de concertation. Le 16 octobre 1989, David Braun est condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour les 4 chefs de meurtre au premier degré. Cela représente une peine de 52 ans. 52 années de prison avant de demander une libération. Joe Braun, le seul survivant de la tuerie, avait 19 ans quand sa famille a été décimée par son frère cadet. Il ne vivait plus au domicile familial, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Joe a déménagé à New York, où il a vécu pendant un temps. L'homme exerce en tant que professeur d'économie et de philosophie. Il était dans un collège de l'Ohio pendant 15 ans. Il pratiquait le vélo et appréciait les sorties en plein air. Il est décédé le 5 janvier 2016 d'un cancer à l'âge de 46 ans. David Braun est aujourd'hui détenu dans un centre pénitentiaire de Minneapolis. Il sera admissible à la libération conditionnelle en 2041. Il aura alors précisément 70 ans. Certains protagonistes de l'affaire sont revenus des années après sur les faits. L'adjoint au shérif Kevin Togerson est depuis devenu shérif du comté d'Olmsted. L'avocat de David Braun a également parlé de son ressenti sur cette affaire. S'il ne s'agit pas de son dossier le plus marquant, il en garde des souvenirs indélébiles, en particulier la première impression qu'il s'est faite de son jeune client. L'homme avait avoué qu'après la tenue du procès, s'être ressenti mentalement, émotionnellement et physiquement éprouvé par le traitement de cette affaire. La tuerie de la famille Braun demeure l'un des pires drames connus à ce jour par la ville de Rochester, mais elle a également marqué l'histoire criminelle américaine. La pop culture s'est également emparée de l'affaire. 1 an après la tuerie, le groupe Macabre sort une chanson nommée « David Braun prend une hache »
en 1989. Elle se trouve dans leur album Gloom et traite des meurtres. La maison où le quadruple meurtre s'est déroulé est apparemment toujours existante et a même fait l'objet de visites et de reportages. On se retrouve après cette terrible histoire et j'attends vos avis dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé. Une famille entière qui perd la vie. C'est l'une des pires tragédies qui puissent exister. La famille Braum était bien intégrée dans son environnement. Elle ne faisait pas de vagues. Les enfants étaient actifs et leur entourage n'avait rien à redire. La seule ombre au tableau était leur fils aîné de la famille, qui avait des idées bien différentes de celles inculquées par ses parents. Il avait une belle relation avec son cadet, David, avec qui il travaillait. Quand David, le deuxième enfant de la famille, a été interpellé concernant la tuerie, les proches sont tombés des nues. David, un adolescent de 16 ans, qui tue ses parents, ses frères et sœurs plus jeunes, c'est de l'ordre de l'incompréhension. Le jeune garçon était toujours prêt à aider, se montrant agréable en toutes circonstances. Pourtant, il avait des points de divergence avec ses parents, en particulier son père. Il n'avait pas l'impression de faire les choses correctement. Il était constamment jugé. Une dispute avec son père a été le déclenchement d'un terrible plan, et personne n'a été épargné. Le meurtrier de Paulette, Bernard, Diane et Richard a été jugé en tant qu'adulte compte tenu de la gravité de ses actes. 36 ans après, il est encore incarcéré. Il est probable que David Braum reste jusqu'à la fin de ses jours derrière les barreaux. J'espère que les proches des Braum ont pu guérir de ces pertes, même si on n'oublie jamais vraiment. Ici, je n'imagine pas le choc que ça a dû être pour eux, de savoir que le garçon qu'ils estimaient tant était capable d'une telle monstruosité. Enfin bref, après cette terrible affaire, on passe directement à notre histoire bonus. Manuel est né le 25 janvier 1943 à Séville, en Andalousie. Sa mère, Josefa, 24 ans, meurt en le mettant au monde et il ne la connaîtra jamais. Le petit et sa grande sœur Joaquina resteront avec leur père. Ils habitaient dans un quartier populaire de Triana en Andalousie. Dans cette ambiance d'après-guerre où la maladie et la famine étaient omniprésentes, Manuel et Joaquina grandissent tant bien que mal. Leur père, pour gagner sa vie, était vendeur ambulant d'un petit gâteau. C'était un petit gâteau fait maison qu'ils appelaient arrop, avec du sirop de figue ou de raisin. Putain, ça me donne toujours faim les spécialités de certains pays. Enfin bref, je me calme et je me canalise. On continue. Il sera alors surnommé le fils d'Arropiero. Leur père était malheureusement un alcoolique aigri qui était le seul responsable de la mort de sa femme et de tous ses malheurs. Il s'en prenait très souvent physiquement à ses enfants et les battait très souvent. Un jour, il annonce à ses enfants qu'ils vont déménager et ce pour des raisons professionnelles. Ils partent donc à Puerto Santa Maria dans la province de Cadix, toujours en Andalousie. Mais très vite, là-bas, il rencontre une nouvelle femme avec qui il se marie rapidement et fonde une nouvelle famille. Il abandonnera Manuel et sa sœur chez leur grand-mère à Mataro. Déjà, ça commence très mal. Un père détestable qui ne sait pas aimer sa femme, qui ne connaît pas l'amour ainsi que la protection qu'il doit lui donner, qui ne sait pas éduquer ses enfants et prendre soin d'eux. Et ça, c'est très malheureux. La plupart du temps, quand on parle de criminel, la première chose qu'on va faire, c'est de creuser dans la jeunesse de celui-ci, de voir quels sont les facteurs qui ont pu faire qu'il arrive à ce stade un jour. Et bien dans cette affaire, on a la réponse assez vite. Commencer sa vie avec un père violent, eh bien malheureusement c'est jamais bon signe. Enfin bref, reprenons. D'après les différents rapports des médecins, Manuel aurait subi à partir de cette période diverses violences physiques et sexuelles de la part de différents membres de sa propre famille. Tout ça entraînera chez le garçon un comportement de plus en plus agressif. Il ira à l'école primaire mais ne saura jamais lire ni écrire. Il préfère errer dans les rues. Il n'aimait pas l'école parce qu'il était victime de harcèlement de la part de ses camarades de classe. Il était dyslexique et bégayait, donc beaucoup se moquaient de lui. Son futur criminel, quant à lui, commence à grandir au fond de lui. Petit à petit, il va changer complètement. Il va tuer entre 1964 et 1970. Il sera accusé de 48 meurtres au total. Il ne sera inculpé que pour 7 d'entre eux et selon la police, il serait lié à 22 autres cas possibles. Les autres meurtres ne seront jamais avérés, malgré une enquête minutieuse et ultra médiatisée en Espagne. La police n'établira jamais de lien direct avec Manuel. Il va donc grandir chez ses grands-parents, victime d'abus et de violences physiques. Sa jeunesse est très malheureuse et il ne connaît que violence et tristesse. Ses grands-parents étaient très durs avec lui, coups de ceinture et j'en passe. Il se faisait battre avec un balai, etc. Imaginez juste ce qu'il a pu subir d'autre. Enfin bref, le climat sera donc plutôt malsain pour ses enfants, ayant perdu leur mère et abandonnés par leur père. À 18 ans, il décide de quitter le foyer familial pour rejoindre la Légion espagnole. Il passera quelques mois là-bas, ce qui lui permettra d'apprendre plusieurs techniques de combat et ainsi les perfectionner. Une technique en particulier était sa préférée, et il s'en servira pour certains de ses meurtres, le coup du légionnaire.
Ce coup consiste à frapper son adversaire avec la tranche de la main au niveau du cou, ce qui peut instantanément tuer votre adversaire ou au moins le faire tomber dans les pommes. Cette technique nécessite beaucoup de force, de précision et d'expérience. Il ne restera pas longtemps dans la Légion et il existe 2 versions de son départ qui n'ont jamais été confirmées. La première serait qu'il aurait été renvoyé de l'armée pour des troubles mentaux et des crises d'épilepsie, détectés par des médecins lors d'une visite médicale de routine. En parallèle, il aurait commencé à fumer de la marijuana, ce qui aurait empiré ses crises d'épilepsie. Les médecins diront par la suite qu'ils n'étaient pas certains que ces crises soient simulées par Manuel, donc ils décident de le virer. La deuxième version indique qu'il aurait déserté suite à un pétage de câble. En sortant de l'armée, il voyage entre l'Espagne, la France et l'Italie. En Italie, aucune victime ne lui sera attribuée, malgré des vérifications. Il n'y avait pas assez de preuves. L'enquête ne menait à rien. Il n'y avait rien de concret le concernant. En France, rien non plus. Le problème, c'est que Manuel n'est pas un tueur en série comme les autres. Il ne procède jamais forcément de la même manière et n'avait aucun type de victime. Jeune, vieux, femme, homme, il disait être bisexuel et l'assumait totalement. Pendant ses voyages, il survivra en mendiant, en se prostituant et en faisant un peu de proxénétisme. Les archives d'un laboratoire ont été retrouvées et indiquent qu'à une certaine période, Manuel faisait très souvent des dons du sang. Les dons du sang à l'époque étaient payés 600 pesetas, soit environ 3,60 €. Manuel allait jusqu'à donner un demi-litre de sang par jour. Il disait qu'il gagnait de l'argent rapidement, facilement et sans réfléchir. Un policier a même plaisanté à ce sujet un jour, en disant qu'il se pourrait bien que la moitié des transfusés catalans ont été sauvés par un tueur en série qui opérait dans cette même région. C'est tellement contradictoire, un tueur en série qui en parallèle sauvait des vies. On aura tout vu, sérieux. Bref, il avait beaucoup de succès dans le monde de la nuit à Barcelone, avec des femmes mais aussi avec des hommes. Ce succès, il le doit à une maladie dont il découvrira le nom plus tard, aspermatisme. La définition est la suivante: défaut d'émission de sperme dû à une absence de sécrétion, soit une impossibilité d'éjaculer. On imagine qu'il devait être plutôt endurant, d'où son succès, mais ça devait être aussi une grande frustration. Manuel disait tout le temps que son problème lui venait de violences qu'il avait subies quand il était petit. Il pensait que c'était à cause de son père qui l'avait abandonné et de sa mère qui l'avait laissé seul. Il sera arrêté à de nombreuses reprises lors de ses voyages pour vagabondage, mendicité. On le mettait en prison, mais dès qu'il commençait à parler de ses différents problèmes, on l'envoyait dans des hôpitaux psychiatriques où il faisait de courts séjours. À ce moment-là, Manuel Delgado devient de plus en plus dangereux. Ses problèmes de santé qui lui provoquent de grosses frustrations, mélangés à un passé douloureux qu'il n'a jamais oublié. On fait face à la naissance de quelque chose de très sombre et on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Comment vous dire à quel point ma tristesse est immense? En plein tournage, il vient de lâcher. Du coup, je viens d'installer un autre micro et j'espère que ça va aller pour le reste de la vidéo. Je t'aimais, mon ami. Je viens juste de commander son frère sur Amazon. Adieu. Continuons. Désormais, tout ce qui va suivre est très choquant. On a affaire à des modes opératoires violents, remplis de haine sur des pauvres innocents. Commençons avec la première victime. Le 21 janvier 1964, à Barcelone, Manuel va littéralement péter un câble. Il était là à la plage de Lloras, à Barcelone. Il avait pris le bus le matin même, un peu au hasard, et s'est retrouvé là. Il aperçoit un homme, Adolfo, endormi au soleil. Manuel va alors attraper une grosse pierre et la fracasse sur le crâne d'Adolfo. Il lui vole sa montre, son portefeuille et ses vêtements et s'enfuit le plus vite possible. Plus tard, il dira ne rien ressentir de ce meurtre. Il n'a pas réfléchi. Tuer, c'est facile, rapide, efficace. Le cadavre du pauvre Adolfo sera retrouvé 19 jours plus tard. Mais la police mettra 7 années à prouver que c'était bien Manuel le meurtrier. Le médecin légiste dira que lorsqu'il a fait une autopsie sur le corps, il a averti les policiers que le tueur savait tuer, avait déjà tué et tuerait encore. Et le médecin avait raison. Manuel va laisser énormément de victimes après Adolfo. Il ne regardera jamais en arrière et n'émettra aucun regret face à tous les actes qu'il a commis. Il reconnaîtra tout de même qu'il n'aimait pas tuer les femmes, parce que ce sont elles qui nous mettent au monde. Et pour ça, il préférait de loin tuer des hommes. Mais bon, il dira aussi que lorsqu'il avait une pulsion, il en avait rien à faire de qui était devant lui. Manuel avait déjà été arrêté et il avait vu plusieurs médecins. Il était considéré comme un petit bonhomme de moins d'1,70 m, inoffensif, avec une personnalité limitée qui ne pouvait pas faire de mal à une mouche. Grosse erreur, mais très grosse erreur de diagnostic. À un moment, tout va changer. Le jour du signalement de la disparition d'Antonia Rodriguez en 1970, appelée par le surnom de Tony. Elle sera sa dernière victime et il se fera prendre complètement au hasard. Le 18 janvier 1970, la brigade de Puerto Santa Maria interroge Manuel suite à différents témoignages concernant la disparition de Tony. Manuel répondra de façon complètement incohérente sur son emploi du temps ce jour-là.
L'inspecteur Salvador Ortega n'arrivera pas à le faire parler et il sera relâché pour faute de preuves. Mais quelques jours plus tard, Ortega l'emmène de nouveau au commissariat pour le réinterroger. L'inspecteur décrira Manuel comme un homme petit mais musclé. Il portait une moustache identique à l'acteur mexicain des années 60, Mario Moreno Reyes, appelé Cantinflas. Manuel, lors du premier interrogatoire, a soutenu que Tony et lui n'étaient pas en couple. C'était juste une fille facile d'après lui, qui aimait aller de bar en bar à la recherche d'hommes. Ce qui n'était pas complètement faux. Tony, qui était attardé mental, passait effectivement ses journées dans des bars à la recherche d'alcool et d'hommes. Bref, pour Manuel, elle n'était pas sa petite amie. Mais après enquête auprès des proches de Tony, cette dernière était bel et bien en couple avec Manuel, même s'ils ne s'entendaient pas très bien. Des voisins indiqueront les avoir vus ensemble le jour de la disparition de Tony dans la rue. Ils se disputaient et Manuel aurait giflé Tony devant tout le monde. Mais dans les années 60-70, personne ne disait quoi que ce soit. On avait l'impression que c'était carrément un geste normal. Heureusement qu'avec le temps, ce genre d'acte en public ne passe pas. Parce que je peux vous garantir que si je vois ça dans la vie, personnellement, je peux te dire que tu vas pas faire long feu, mon vieux. Enfin bref, de la violence gratuite en public et surtout envers ta femme, je trouve ça absurde. Enfin bref, ça me dégoûte. Passons juste à la suite. La police mène son enquête et va interroger Manuel. Où est-ce que tu étais dimanche? Je rappelle que dimanche, c'était le jour de la disparition de Tony. Il répondit que cela faisait plusieurs jours que Tony et lui ne se voyaient pas suite à une grosse dispute. Petit mensonge de sa part. Le policier lui demande quel film il a vu ce jour-là et petit blocage. Il est confus dans sa réponse, bafouille, bégaye, mais ne se laisse pas démonter pour autant. Mais à force de persévérer, les policiers changent de stratégie et commencent à lui dire des choses telles que « On sait que tu es malade, tout le monde le sait, il ne faut pas que tu t'inquiètes mon vieux ». Manuel les regarda alors dans les yeux avec un sourire ironique sous sa moustache et finit par dire aux policiers où se trouve le corps de Tony. Il dira aux enquêteurs que Tony était arrivé avec sa moto à la clairière où ils avaient l'habitude de se voir. Il disait qu'ils auraient commencé à s'embrasser et qu'elle lui aurait demandé quelque chose de bizarre, quelque chose de répugnant selon lui. Il refusa et elle va le traiter de sous-homme en se moquant de lui. Il devient furieux et se met à la frapper de toutes ses forces. Il la frappait encore et encore, mais comme elle se taisait pas, il lui arrache ses collants et ses sous-vêtements, l'étrangle avec ses collants tout en la pénétrant de force. Quand elle a cessé de respirer et qu'il avait fini son affaire, il va la cacher dans un buisson et partir comme si de rien n'était. Il avouera être retourné les jours suivants sur les lieux et avoir eu des rapports sexuels avec le cadavre. La police lui demandera « Mais Manuel, comment as-tu fait pour coucher avec une morte? Comme ça, c'est mieux, elle ne parle pas. » C'est ce qu'il va répondre en riant. Je vous ai prévenu que les meurtres qu'il a commis sont très choquants. On fait face ici à un individu qui ne se contente pas que de tuer. Il va au-delà de ça en commettant des actes encore plus répugnants, comme la nécrophilie et j'en passe. Cette personne est totalement horrible. J'ai vraiment de la peine pour ces familles qui ont dû apprendre tout ça un jour ou l'autre. Je ne sais même pas comment moi j'aurais réagi face à tout ça, sérieux. C'est juste terrible. Bref, on continue. Là, faut s'imaginer le contexte. On est en plein interrogatoire avec Manuel et on essaie au maximum de faire une reconstitution avec ses aveux de tout ce qu'il a pu faire. Donc on poursuit avec sa prochaine victime le 20 juillet 1967 à Ibiza. Il s'agit de Margaret Hélène Boudry, âgée de 21 ans. Margaret est une étudiante française, en vacances à Ibiza, qui fait la connaissance de Manuel dans un bar. Ils font connaissance et Margaret lui fait assez confiance pour qu'il lui offre un verre. Là, c'était l'erreur fatale. Il lui offre un verre d'alcool avec du LSD et il fera toutes sortes de choses horribles avec elle. Son corps sera retrouvé nu avec diverses contusions, une très grosse marque à l'œil droit, des marques de griffures dans le cou et d'un coup de couteau mortel dans le dos. Manuel abusera d'elle et lui volera sa chaîne en or et son médaillon de baptême. Les médecins diront à propos de ce meurtre que Manuel avait des problèmes mentaux, mais son niveau intellectuel était largement suffisant pour arriver à tromper une personne et la berner. Ce qui a été le cas de cette pauvre Margaret. Un autre homme sera accusé et emprisonné pour ce meurtre alors qu'il n'a rien fait du tout. Il sera libéré après vérification des aveux de Manuel. Lors de ce voyage à Ibiza, Manuel entendra à la radio qu'un Mexicain venait d'être arrêté. Il avait apparemment plus de victimes que lui à son actif. Lors de son interrogatoire, il s'arrêta net et il regarde l'inspecteur Ortega dans les yeux et il lui dit les choses suivantes. « Relâchez-moi 24 heures s'il vous plaît. Un Mexicain ne peut pas être meilleur qu'un Espagnol. Allez, lâchez-moi !» Cet homme est complètement fou et il continue. Et à la suite de ça, on va découvrir de nombreuses victimes. Un an après le meurtre de Margaret, il se rend à Madrid où il va s'attaquer à un retraité. Le pauvre homme était parti travailler son potager et il a eu la malchance de croiser le chemin de Manuel. Manuel demandera au vieil homme s'il n'avait pas quelque chose à manger.
Et sa réponse sera plutôt cash. Si tu veux manger, tu n'as qu'à travailler, tu es encore jeune. Fou de rage, Manuel le frappe avec le coup du légionnaire et il meurt sur le coup. Il jettera ensuite son corps dans la rivière qui sera retrouvé plus tard. La police pensera à ce moment-là d'une mort accidentelle du pauvre homme. Encore un an plus tard, Manuel se rend à Barcelone et s'en prendra à Ramon Estrada. Ramon était un chef d'entreprise reconnu à Barcelone. Il avait fait la connaissance de Manuel dans un bar. Ramon louait les services sexuels de Manuel. Son prix était de 300 pesetas, soit 2 euros. Mais un jour, Manuel était en souffrance financière. Il demande à Ramon de lui passer 1000 pesetas, environ 6 euros, au lieu des 300 habituels. Ramon, avant la prestation, lui répond qu'il est d'accord. Mais une fois leur affaire finie, Ramon va poser juste 300 pesetas sur la table. Manuel est en colère d'avoir été trahi. Il attrape Ramon par le cou et serre jusqu'à ce que ce dernier perde connaissance. Pendant ce temps, Manuel va lui voler son alliance, sa montre et son portefeuille et va l'attacher. Il reste là, face à Ramon, jusqu'à son réveil. Ramon se mit alors à hurler des insultes, des menaces à l'encontre de Manuel. Manuel se lève et il ne supporte plus les cris. Il prend une chaise et la fracassa sur le crâne de Ramon. Puis ensuite il l'étrangle à nouveau, mais cette fois-ci jusqu'à briser sa nuque. Ramon sera retrouvé le jour suivant dans son lit de la chambre d'hôtel. Il avait un des pieds de la chaise enfoncé dans les parties intimes. Oui, c'est très hard. Quelques mois plus tard à Barcelone, une femme de 68 ans, Anastasia, sortait ce jour-là de son travail de cuisinière dans un bar situé pas très loin de chez elle. Malheureusement encore, son chemin va croiser celui de Manuel. Manuel racontera avoir des envies ce soir-là, et en voyant Anastasia au loin, il va lui proposer des relations sexuelles avec elle. La vieille dame est indignée, dégoûtée et très énervée par la demande de l'homme. Elle était en train de hurler qu'elle allait appeler la police s'il ne dégageait pas très vite. Il ramasse alors une brique au sol et frappa le crâne de la pauvre vieille dame. Il jette ensuite son corps d'un pont de 12 mètres de hauteur, dans une rivière sèche. Depuis le pont, on voyait encore le corps, et ça ne plaisait pas du tout à Manuel. Donc il va décider de descendre et de cacher le corps d'Anastasia. En déplaçant le corps, il dira avoir senti une grande excitation, et avoir directement violé le cadavre d'Anastasia à ce moment-là. Puis il reviendra tous les jours suivants, jusqu'à ce que des enfants découvrent le corps, et qu'Anastasia soit enfin emmenée loin de ce monstre pour lui offrir une sépulture décente. Comme vous le voyez, Manuel est un homme particulièrement dangereux, rempli de vices et d'actes barbares. Il semble inarrêtable et il continue encore et encore. C'est un tueur en série qui aimait tuer et ça semblait évident. Il ne pouvait pas tenir une année sans tuer personne. Ça paraît totalement dingue d'entendre ce genre de choses, mais pourtant c'était bel et bien réel. Encore un an plus tard, après le meurtre de cette vieille dame, il va encore continuer. Le 3 décembre 1970, Manuel se trouve à Puerto Santa Maria. Et là-bas, je vais vous décrire ce qui s'est passé avec Francisco Ramirez, âgé de 24 ans. Contrairement aux autres victimes, Francisco, lui, connaissait Manuel. C'était un voisin de Tony et ils habitaient dans la même rue. Manuel racontera qu'ils étaient partis tous les deux faire un tour à moto et qu'il avait senti pendant qu'il roulait un geste inapproprié de la part de Francisco. Il arrête alors la moto et très énervé, il frappe au cou Francisco et il lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, bordel ?» Francisco lui dit qu'il s'est trompé, mais Manuel ne veut rien savoir, c'était trop tard pour lui. Manuel s'est mis en tête que Francisco avait de mauvaises intentions et il va le traiter de pervers. C'est là qu'on voit à quel point il était instable mentalement. Il lui reproche d'être un pervers alors que lui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, sérieux. Je vous rappelle qu'il a commis des actes de nécrophilie, de barbarie et j'en passe. Enfin, c'est juste répugnant. Bref, Francisco finit par perdre connaissance et quand ce dernier reprend ses esprits, Manuel arrive à le convaincre de le suivre près d'une rivière pour se rafraîchir. Francisco accepte et signe son arrêt de mort. Les deux hommes arrivent à la rivière et Manuel repète un câble et il va faire tout un tas de reproches à Francisco. Dans un excès de rage, il plonge la tête de Francisco dans la rivière et attend que ce dernier arrête de bouger complètement. Son corps flottant dans l'eau sera retrouvé 12 km plus loin. La police croira à un suicide du pont situé un peu plus en amont de la rivière. Mais le médecin légiste de l'époque leur indiquera avoir vu une toute petite lésion au niveau du cou qui était suspecte, mais l'affaire en restera là. Après tous ces aveux et ces interrogatoires qui ont porté leurs fruits, c'était la fin pour Manuel. Il en a beaucoup trop dit, il était maintenant temps de l'arrêter et de le condamner. L'arrestation de Manuel aura permis de résoudre beaucoup de crimes non résolus en Espagne. La police espagnole profitera également de cette renommée pour convoquer la presse à plusieurs reprises et de bien déclarer haut et fort qu'ils avaient arrêté un tueur en série. Les investigations ont reconduit les enquêteurs partout en Espagne, en France, en Italie, même s'ils n'ont trouvé aucune preuve. Lors d'une interview, Manuel déclara les choses suivantes. « Je déteste penser, je veux juste fumer, manger, me masturber et dormir. C'est ça la vie. Les penseurs, je les aime pas.
Ils me mettent hors de moi. Tuer c'est rapide, facile et efficace. Il avouera 44 meurtres face à la police et 4 de plus lorsque ses avocats viendront le défendre 6 ans après son emprisonnement. Il était détenu sans procès alors que les investigations étaient finies et qu'aucune sentence n'avait été donnée. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera inculpé de 7 meurtres. Et aussi 22 autres possibles selon la police, mais il n'y avait pas assez de preuves. Ses avocats se battront pour défendre ses droits et ses intérêts. Mais en 1978, l'Audiencia Nacional d'Espagne ordonne que Manuel soit enfermé dans un établissement spécialisé. On lui fera de nouveaux examens médicaux plus approfondis. Et c'est là qu'ils vont découvrir qu'il souffrait d'une trisomie sexuelle. Il avait 3 chromosomes XYY alors que normalement on n'en a que 2. Les femmes XX et les hommes XY. Il sera démontré que cette anomalie crée chez le patient un manque de conscience, une absence totale d'empathie et aucun sentiment de culpabilité. Il souffrait aussi selon les psychiatres de psychopathie et de schizophrénie, ce qui peut expliquer pas mal de choses. Ces mêmes médecins ont aussi déclaré qu'il était né pour tuer. Manuel passera 26 ans à naviguer entre établissements pénitentiaires et spécialisés sans causer de problème majeur. Il va mourir le 2 février 1998. Il avait 55 ans à Badalona en Catalogne. Il est mort d'une maladie pulmonaire due au tabac. Il fumait jusqu'à 10 paquets de cigarettes par jour, c'est juste énorme. C'était une personne atteinte de troubles mentaux qui n'a malheureusement jamais été soignée comme c'était beaucoup le cas à l'époque. Il a eu beaucoup de chance d'avoir opéré dans les années 60-70 parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, il aurait jamais fait tout ça. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas tué en toute impunité. Il était petit, ne payait pas de mine, mais avait une force colossale et il était moins bête que ce qu'on pouvait penser. Mais il est clair que cet homme n'aurait pas pu agir en toute impunité aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Enfin, j'espère du moins, parce que sinon ce serait vraiment, mais vraiment grave. Là, on parle des années 70, et les techniques d'investigation policière n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. On l'aurait sûrement retrouvé grâce à son ADN. Mais le plus troublant dans cette affaire, pendant toute mon investigation, j'ai senti en parcourant les articles de presse, les photos, les vidéos, que la police a bien profité de cette gloire soudaine. Sans les aveux de Manuel, ils n'avaient rien et ils le savaient. Mais ils ont fait comme si c'était le cas, fiers d'avoir attrapé un tueur en série. Et que tout était mérité et qu'ils ont tout fait de A à Z. Ils ont voyagé en Europe, un budget colossal sera administré à cette affaire pour qu'au final les policiers n'arrivent même pas à prouver la moitié de ces meurtres. Manuel a clamé haut et fort qu'il était bisexuel, mais on a retrouvé plus de victimes femmes comme Tony, Margaret, Anastasia, plus toutes celles qui sont censées être mortes de sa main, qu'on ne retrouvera jamais ou qui sont retrouvées mais sans assez de preuves. Ses différentes maladies mentales, son anomalie génétique, etc. On ajoute à ça une vie de misère, de violence et d'abus, et ça a donné un tueur en série sans cœur, prêt à tout pour arriver à ses fins. Il prenait du plaisir à tuer, c'était pour lui ce qui l'excitait le plus. C'était un homme désorganisé, il n'avait pas de mode opératoire précis. Il tuait avec une pierre, avec un couteau, en mettant son fameux coup du légionnaire. En étranglant, il n'a pas de préférence, c'est du grand n'importe quoi. Il le faisait parce qu'il avait des envies soudaines et parce qu'il aimait coucher avec des cadavres, car pour lui c'était beaucoup mieux, elle ne pouvait pas parler. Il le faisait aussi parce que tout d'un coup il était pris d'une fureur et qu'il fallait qu'il apaise sa colère. Il a dit aussi aux enquêteurs qu'un jour il a tué une petite fille parce qu'elle l'avait juste regardé. Vous imaginez? C'est dire à quel point il devait être enfermé au plus vite. Dans son délire, il a avoué avoir tué une autre femme qui lui avait proposé de l'héberger chez elle, sans aucune raison, juste parce qu'il avait envie de le faire. Il est encore considéré à ce jour comme le plus grand tueur en série d'Espagne avec 48 meurtres. En voyant les différentes photos de lui avec les enquêteurs, ils ont l'air contents de poser avec lui, c'est assez troublant. L'ambiance est très particulière, sachant tout ce qu'il a fait. Le mec est un meurtrier en série qui a causé tant de malheur et eux, ils vont sourire avec lui. Sur les photos, je vous avoue que j'ai pas du tout compris. Manuel a aimé cette popularité macabre jusqu'à la fin. Il disait en souriant qu'il était le tueur le plus dangereux du monde. Il se vantait de sa force physique et surtout il adorait se vanter d'être étudié par beaucoup de médecins. C'était l'affaire Manuel Delgado Villegas qui a fini par mourir en prison. Ainsi se termine cette histoire. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi que votre analyse. Sachez que j'attends avec impatience votre retour pour vous lire. Comme je vous l'ai dit, cette affaire est très choquante sur de nombreux points et surtout sur les meurtres. Le tueur qui ne ressent aucun remords, qui va recommencer encore et encore. Quand je vous dis que la psychologie c'est quelque chose de fascinant, dans cette affaire on est en plein dedans. Et c'est un point qui n'est pas du tout à négliger ici. Enfin bref, j'attends votre point de vue. Sur ce, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et moi j'ai envie de discuter avec vous. Alors viens te poser devant ton petit Insta, prends un petit café et pose-moi la question que tu veux. Vraiment, t'as le droit de me poser la question que tu veux, mais je te vois venir petit fourbe. Va pas trop loin non plus. Enfin bref, viens passer un bon petit moment et tu verras que je réponds à beaucoup de personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.